Voilà. Ce qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir reprendre si besoin était. Voilà. Allez-y. Vas-y, Pascal. Donc, un point rapide sur les obligations légales, aussi sur le contexte économique actuel, avec, je dirais, les différentes évolutions. Aussi, je dirais un petit chapitre dédié au rôle de la comptabilité et à l'intérêt pour une association de tenir une comptabilité. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans les aspects techniques avec les deux formes possibles de comptabilité pour une association, les concepts comptables fondamentaux. Ensuite, voir comment dans la pratique, on dirait un peu plus en termes procéduriers, comment on, on enregistre comptablement des écritures. Un focus sur le plan comptable des associations 2020. Je vais vous faire travailler un petit peu avec un petit quiz assez ludique et rapide. Et puis les deux derniers points sont plus des points, on va dire, d'échange, pour lesquels je vais, dans un premier temps, vous montrer comment on peut tenir une comptabilité ultra simplifiée sous Excel, un exemple. Et puis on fera au travers de l'exemple du dossier de demande de subvention demandé par la mairie de la Motte-Servolex, un petit échange, une petite présentation sur les éléments qui sont demandés pour obtenir les subventions. Sur un aspect plus pratique, je ne sais pas si tout le monde est bien familiarisé avec Zoom. Je vais rappeler ici les différentes fonctionnalités. Donc, vous avez en bas de votre écran, si vous passez de balayer le curseur en bas de votre écran Zoom, vous avez la barre d'outils qui s'affiche et donc la possibilité d'activer, désactiver votre micro, votre caméra. Et puis, ce qui est important aussi, qui vous permettra d'être assez interactif, c'est le chat. Donc, pour lesquels je vais vous demander d'envoyer des questions au fur et à mesure, sachant qu'on va essayer, comme pas toutes les 15 minutes, de balayer les questions-réponses que vous aurez suite aux différents commentaires. Si vraiment vous avez des choses que vous ne comprenez pas, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est d'envoyer un SOS, un bébé, si jamais vous êtes complètement des choses que vous ne comprenez pas du tout. On va procéder comme ça si tout le monde en est d'accord. Donc, en priorité, le chat. On va donc essayer de balayer différentes questions à peu près toutes les 15 minutes au fur et à mesure de l'avancée des chapitres. Et puis, donc, on va fonctionner comme ça. La deuxième partie étant plus réservée aux échanges. On peut démarrer. Voilà. Alors, en termes de, je dirais, qu'est-ce que la loi impose déjà, je dirais, en termes d'obligations vis-à-vis de la comptabilité pour les associations. En fait, je dirais, il y a simplement quelques associations qui juridiquement sont véritablement tenues d'établir une comptabilité, de tenir une comptabilité. Ce sont les associations qui reçoivent plus de 150 000 euros de dons ou de subventions. Ce sont les associations aussi qui bénéficient d'une aide publique annuelle qui représente plus de 50% de leur budget ou plus de 75 000 euros. Alors, je pense qu'il y a peut-être 75 000 euros, il n'y a pas de comité de participants ou d'associations concernées ici. Par contre, plus de 50% du budget, c'est peut-être possible. Enfin, ça peut être aussi inscrit dans les statuts d'une association que de tenir une comptabilité. Donc là, il y a une obligation pour ces associations. Sinon, la loi n'impose pas la tenue d'une comptabilité pour les autres associations qui ne rentreraient pas dans ce cadre. Alors, par contre, actuellement, il y a des développements, il y a un contexte économique actuel qui fait qu'on peut être amené à se poser la question, effectivement, d'une tenue de comptabilité, je dirais, en bonne et due forme. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous savez bien, les ressources financières des associations ont disparu pour la plupart parce qu'elles ne peuvent pas organiser de manifestations. De ce fait, les associations sont devenues de plus en plus dépendantes financièrement du sponsoring et des subventions. D'autre part, je dirais la diminution des ressources financières aussi des financeurs que peuvent être les collectivités ou les partenaires font que ces organismes sont amenés à exercer un contrôle plus renforcé de l'octroi de leurs subventions. Donc, ça veut dire que effectivement, elles peuvent être amenées à demander des justificatifs plus importants. Et le dernier point aussi qui est à prendre en compte, c'est
l'obligation, je dirais, pour les associations qui tiennent une comptabilité, de se conformer à un nouveau plan comptable des associations en vigueur à partir de 2020. Donc tout ceci, ce sont des nouveaux éléments de contexte à prendre en compte et qui sont importants, à mon avis, dans la prise de décision par rapport à une tenue de comptabilité et sous quelle forme on doit la tenir. Le point suivant que je voulais aborder, c'est effectivement l'intérêt de la comptabilité pour une association. Le premier intérêt, c'est d'aider à la gestion de l'association, notamment parce que sur la base de comptabilité, on peut effectivement tenir des budgets, on peut aussi développer des projets dans la mesure, évidemment, qu'on trouve une ressource de financement pour ces projets. Donc la comptabilité, ça sert entre autres à ça. Le deuxième élément important, c'est que la comptabilité est une source d'information vitale et nécessaire, à la fois pour les adhérents, aussi pour les donateurs et les financeurs, et aussi pour les banques, si jamais l'association fait appel à la banque, notamment au niveau d'éventuels emprunts. Enfin, de façon générale, tenir une comptabilité, je dirais vis-à-vis de l'extérieur, c'est aussi un gage de professionnalisme pour se valoriser vis-à-vis des collectivités, des financeurs et des partenaires. Alors, si on se rentre un peu plus dans le détail, je dirais que pour les associations, juridiquement, on a deux formes possibles de tenue de comptabilité, qui sont assez différentes, je dirais, en termes de conséquences organisationnelles et au niveau du système correspondant. La première possibilité pour une association, c'est de tenir une comptabilité de trésorerie. Je pense que c'est ce que tout le monde fait. C'est ce que j'ai vu dans le questionnaire. A priori, tout le monde tient ce type de comptabilité dans les participants. Alors, comptabilité de trésorerie, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait, on suit chronologiquement les encaissements et les décaissements. Donc, sur les différents comptes bancaires ou sur la caisse de la société. Alors, ça, c'est une comptabilité simplifiée, on va dire. On n'enregistre pas d'engagement, c'est-à-dire on n'enregistre pas les dettes ou les créances de l'association, c'est-à-dire quand l'association reçoit une facture, enfin, on attend en fait le paiement pour enregistrer le flux monétaire. On n'enregistre pas d'éléments quand une association reçoit une facture. Cette comptabilité de trésorerie, elle a un coût administratif faible, et puis je dirais qu'elle est particulièrement adaptée aux associations de taille relativement modeste. Ensuite, la deuxième forme de comptabilité possible pour une association, c'est ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement. C'est ce qui est pratiqué, je dirais, dans les entreprises à but lucratif. Alors cette fois-ci, on suit chronologiquement les flux de trésorerie, mais aussi les engagements. C'est-à-dire que quand une association a soit une créance ou une dette, on a la nécessité d'enregistrer un élément en comptabilité. Par exemple, si l'association lance un appel de cotisation, à ce moment-là, l'association va enregistrer une écriture comptable pour constater la créance que l'association aura vis-à-vis de ses adhérents. Alors ça, c'est une comptabilité complète, on va dire, analogue à ce qui est pratiqué en entreprise. Évidemment, son coût administratif est beaucoup plus conséquent, que ce soit en temps. Et puis, ça peut nécessiter aussi, d'un point de vue système, l'utilisation, comme ça a été évoqué tout à l'heure, d'un outil dédié, comme par exemple AssoConnect. Ce type de comptabilité est recommandé pour les associations, on va dire, de taille significative avec un budget conséquent. Voilà. Je regardais s'il y avait des questions en chat. Non, j'en vois pas pour le moment. Non, par contre, au niveau du son, on t'entend pas toujours très très bien. T'as pas un casque ou casque de téléphone? Non, j'ai pas. Je vais me rapprocher. Est-ce que ça va mieux là? Ouais, parce que c'est un petit peu limite quand même. On va se rapprocher un peu. Ça va mieux là? Oui. Oui. Ouais. Comme ça, j'étais un peu. Par contre, en vidéo, ça va être un peu gros plan. Je suis désolé. Voilà. Donc, je pense que ça va à peu près pour cette partie-là, je suppose. Vous me faites un signe de tête. Donc, c'est parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille un peu plus dans les aspects
dans les aspects techniques, aussi, en abordant les concepts comptables fondamentaux. On va commencer par un qui est assez classique, assez intuitif, hein, que vous connaissez. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce sera qu'un rappel. C'est-à-dire qu'en comptabilité, on a un agrégat fondamental qui est les résultats et qui correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Ça, c'est valable dans les deux types de comptabilité, que ce soit la comptabilité de trésorerie ou la comptabilité d'engagement. Je pense que là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, le deuxième concept comptable fondamental, c'est la notion d'emploi-ressources, autrement dit actif et passif. Ça vient effectivement de la constatation que des emplois doivent toujours avoir un financement en contrepartie. Donc en fait, on a des emplois qui représentent des actifs et qui correspondent toujours et qui proviennent toujours de ressources qu'on indique au passif. Alors, par exemple, si une association, alors il y en a certaines hein, qui ont beaucoup de disponibilité, peuvent acheter un immeuble, à ce moment-là, l'immeuble sera considéré comme l'emploi. Si elle le finance par emprunt, c'est l'emprunt qui va être considéré comme la ressource. À ce moment-là, effectivement, on a ce type de constatation. Alors, même chose, on peut avoir cette approche aussi au niveau d'un bilan, je dirais, d'une situation familiale. On peut financer l'achat d'un véhicule par emprunt. À ce moment-là, l'emploi sera considéré comme l'emploi et l'immobilisation, et puis l'emprunt sera la ressource, le passif. Je pense que ça aussi, c'est des notions que vous avez quand même un petit peu déjà abordées. Donc en termes d'emploi et ressources, on distingue pour le côté ressources trois types de ressources. La première, ce sont en fonction, on va dire, de leur durée et de leur durée de disponibilité. La première catégorie de ressources qu'on distingue, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. Alors, comme leur nom l'indique, les fonds propres, ce sont des fonds qui restent la propriété, on va dire, de l'entité. On peut prendre un exemple, alors ça ne se produit pas pour les comités de jumelage, mais si on reste dans le domaine associatif, et notamment dans le domaine sportif, on a certains dirigeants d'associations sportives qui apportent des fonds, quand on est dans le cas d'associations sportives qui ont besoin de gros budgets. Donc, les dirigeants apportent des fonds à l'association au niveau de ce qu'on appelle les fonds propres. Ensuite, on a une deuxième catégorie de ressources qui sont des ressources temporaires. Alors, celle-ci, en premier lieu, c'est les crédits bancaires, les emprunts, mais c'est aussi les crédits fournisseurs. Effectivement, c'est on va dire, un financement temporaire accordé par les fournisseurs pour régler les factures. La dernière source je dirais, de ressources, et la dernière catégorie, c'est les résultats de l'association, qui effectivement sont des ressources qui sont mises à disposition et issues du fonctionnement et qui sont donc qui peuvent servir ensuite à d'autres emplois au niveau d'association. Donc trois types de ressources en fonction essentiellement de leur durée de disponibilité. On a un peu le pendant au niveau des emplois, donc avec aussi trois catégories d'emplois. La première, des emplois permanents. Donc là, c'est aussi assez intuitif. Hein. Par exemple, on peut avoir des terrains, des immeubles, mais ça peut être aussi, je dirais, des éléments qui sont incorporels. Ça peut être un site Internet, par exemple. Un site Internet, c'est, on va dire, un emploi permanent pour l'association. Si l'association crée un site Internet, je dirais, l'affectation comptable, ça sera un emploi en élément d'actif, mais qui pourra rester de façon assez durable au niveau de l'association. Emploi temporaire aussi, là cette fois-ci les emplois temporaires, c'est dans un premier lieu, ça peut être les créances de l'association, les créances nées par exemple de l'appel de cotisation, mais aussi la trésorerie en elle-même est un emploi temporaire. Et puis il y a le pendant du résultat positif, cette fois-ci, un résultat négatif va être assimilé comme un emploi et donc va bien en diminution je dirais, de la richesse de l'entreprise, de l'association. Et donc, ça, c'est le troisième type d'emploi. Est-ce que ça, c'est à peu près clair pour tout le monde? Oui, je pense que c'est pas encore trop compliqué.
je vais passer quelque chose maintenant qui est un peu du même, je dirais, qui fait un petit peu la résultante de la conséquence qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est l'égalité fondamentale entre emploi et ressources. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est un petit peu pour les gens qui sont issus du domaine scientifique, c'est un peu l'équivalent de la remarque rien ne se perd, rien ne se crée, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. L'égalité fondamentale, tout actif doit être financé. Donc en fait, les emplois doivent être financés par des ressources et donc l'actif en comptabilité est obligatoirement égal au passif. C'est le concept assez fondamental au niveau de la comptabilité. Donc, actif égale passif, emploi égale ressources. Est-ce que ça, vous aviez pratiqué aussi? On vient d'accueillir Maurice qui vient de nous Oui, rejoindre. oui, excusez-moi encore pour ce retard. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais continuer et puis après, effectivement, peut-être que Maurice, je pense qu'il nous indiquera éventuellement s'il y a des questions au fur et à mesure et des choses qu'il n'a peut-être pas euh, bien vu. Sinon, je pense qu'on a vu déjà les concepts qui sont assez basiques et sans doute qu'il connaît. L'autre élément fondamental ensuite, après les concepts mêmes, c'est un petit peu les étapes que je voulais balayer avec vous. Donc, essentiellement, on a un élément qui est fondamental, mais que vous connaissez aussi sans doute. Donc, c'est ce qu'on appelle le bilan comptable. Alors, le bilan comptable, qu'est-ce que c'est? Ben, il s'agit en fait d'un inventaire patrimonial de l'association à l'instant T. C'est-à-dire que le bilan, c'est simplement une photographie en fait je dirais de, du patrimoine financier de l'association. Et puis ce bilan, donc, il est différent, on va dire, après chaque enregistrement comptable ou modification des événements différents de l'association. Si on fait un bilan de l'association au 31 décembre, ce sera différent d'un bilan au 30 novembre. Ce bilan, pour qu'il soit effectivement probant, il doit répondre à certaines conditions. La première, c'est qu'on doit véritablement inventorier tous les actifs et tous les passifs, sans omission. L'autre point important qui est une conséquence de l'égalité fondamentale entre emploi et ressources, c'est qu'un bilan, le total des actifs doit être égal au total des passifs. C'est la règle aussi que vous connaissez sans doute. Donc, en résumé, le bilan, c'est une situation patrimoniale de l'association avec un inventaire complet des actifs et des passifs, avec pour conséquence une présentation, je dirais, arithmétique, total des actifs égale total des passifs. Je pense que ça, vous êtes assez familiarisé aussi avec ça, je ne vous apprends pas grand-chose. Je vais juste vous présenter, à titre d'exemple, je dirais, le bilan, alors très schématique hein, d'une association, tel qu'un comité de jumelage, donc avec référence aux emplois permanents d'un côté, les immobilisations, aux emplois temporaires, essentiellement les comptes bancaires, et puis aussi, alors, je dirais la partie gauche, les passifs. Si une association n'est pas endettée, on n'aura pas de ressources temporaires. En général, on considère qu'on s'arrange aussi pour que il n'y ait pas de dette fournisseur et donc en fait, on n'a pas si on n'a pas de dette fournisseur et si on n'a pas d'emprunt, les ressources permanentes vont se limiter à ce qu'on appelle les capitaux propres. Et ça, c'est quand même quelque chose que je voulais un petit peu repréciser. La notion de capitaux propres, c'est la différence entre les actifs et les dettes. Donc, qu'est-ce que ça représente en fait synthétiquement? Les capitaux propres, ça représente, on va dire, la valeur économique de l'association. Donc, différence entre les actifs et les dettes, c'est un peu assez intuitif. C'est que, effectivement, si l'association qui vendait tous ses actifs et si elle réglait toutes ses dettes, il lui resterait à la fin la valeur des capitaux propres. C'est comme ça qu'on peut, je dirais, de façon assez simple, résumer la notion de capitaux propres.
Est-ce que ça va à peu près pour le moment? Il n'y a pas de SOS, il n'y a pas de Mayday, il n'y a pas de… Non, ça va. Voilà, j'ai largué personne en route. Ok, super. Il y a un autre élément donc qu'on a vu qui apparaissait aussi, je vais revenir au niveau du bilan de l'association, hein, c'est le résultat. Donc on avait vu tout à l'heure que le résultat est une ressource, le résultat constaté de l'exercice était une ressource. Hein. Donc on la voit apparaître. Alors pour l'association en question, on avait deux résultats positifs, hein, un résultat d'environ 2000 euros d'un côté et 1600 de l'autre. Donc ces résultats sont constatés au niveau du bilan. Par contre, je dirais, c'est une information qui est pas forcément suffisante parce que on montre que, je dirais, l'association a eu moins de dépenses que de recettes, plus de recettes que de dépenses, mais de comment ce résultat s'est-il formé, il n'y a pas d'information au niveau du bilan. Alors c'est pourquoi la comptabilité a complété, on va dire, ces états de synthèse au travers d'un autre outil qui permet de comprendre comment le résultat s'est formé. C'est ce qu'on appelle le compte de résultat. Donc, ce compte de résultat, en fait, il est, comme on l'a vu tout à l'heure, il présente, lui, de façon détaillée, le solde entre les dépenses et les recettes. En termes de résultats, on a un vocabulaire, et notamment en comptabilité, un peu différent de dépenses et recettes. On parle de produits quand il s'agit, on va dire, d'éléments qui augmentent les richesses de l'entreprise, donc produits, au lieu de recettes. Et puis, on parle plutôt de charges quand il s'agit d'événements qui ont pour résultat, en fait, une sortie de ressources ultérieures. Donc, en compte de résultat, on a plutôt le vocabulaire, donc produit, charge, plutôt que recette, dépense. Alors, ceci étant, ce compte de résultat, donc il va montrer le résultat arithmétique en différence entre les produits et les charges. Et puis, il est scindé en deux. En fait, il est scindé avec une vision. D'une part, on va analyser les accroissements de ressources, c'est-à-dire les recettes qu'on appelle les produits. À titre d'exemple, pour une association, les produits, ce sont évidemment les cotisations reçues des adhérents, les subventions. Au chapitre des dépenses ou des charges, ça peut être les salaires si l'association utilise des salariés, emploie des salariés, les achats de fournitures ou les frais de déplacement. Et le solde donc, l'ensemble de ces produits et de l'ensemble de ces charges représente le résultat de l'association sur la période considérée. Donc, résultat égale produit moins charge. Je ne vois pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions chat ou des questions orales par rapport à ça? Ça vous paraît encore relativement clair? Non, j'aurai des questions tout à l'heure, mais on n'en est pas là pour l'instant. C'est clair. Voilà. Donc, ce que je vous propose, on a vu les… Maurice, excusez-moi. Maurice, ce que vous pouvez faire, c'est d'une part ouvrir votre caméra et d'autre part, par contre, couper votre micro pendant le. Alors, attendez. Donc c'est en bas à gauche. Je ne suis pas familier avec. En bas à gauche de l'écran, vous passez la souris sur l'écran. Ok. Alors, micro. Donc vous ouvrez la caméra et vous fermez le micro. Parce que si le micro, s'il y a du bruit autour de vous, ça va venir prendre le dessus. Donc, est-ce que la caméra est activée maintenant? Alors, la caméra est activée, oui, c'est bon. Et je coupe le son maintenant. Voilà, super. Merci. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Alors, moi, je ne suis pas du tout financière ni dans les chiffres. Alors, peut-être qu'elle est bête, ma question, mais je ne comprends pas trop, je pense, la différence entre bilan comptable. Vous avez dit qu'il fallait que actif et passif, tout ça soit égal. Et compte de résultat, en fait, elle est où la différence entre les deux choses là? Le bilan, en fait, c'est un inventaire à une situation à l'instant T. D'accord. Et donc, à l'instant T, on recense l'ensemble du patrimoine de l'association. D'un côté, les actifs, de l'autre côté, les passifs. Et le résultat, lui, est une composante de ce bilan. C'est-à-dire que
ce résultat qu'on a vu tout à l'heure, si on remonte au niveau du bilan, ce résultat ici, il est effectivement, il représente l'accroissement des richesses de l'association dans les différents exercices. Et ensuite, on va expliquer au travers du compte de résultat comment on a abouti à cet accroissement de richesse. Cet accroissement de richesse, c'est tout simplement la différence entre les recettes et les dépenses, ou entre les produits et les charges. Et c'est ces deux montants qui apparaissent ici qu'on va analyser dans le compte de résultat. Donc, c'est deux éléments qui sont complémentaires. Et, Hélène, il y a autre chose, le bilan, si tu fais différence entre actifs et passifs, tu auras toujours un résultat qui sera 0, parce que c'est toujours équilibré un bilan. Alors, par exemple, Alors que quand on fait, quand tu fais, par exemple, en bas, si tu prends sur le tableau, en bas, si tu prends en année N, l'actif est de 13 177,39, le passif est de 13 177,39. Alors que le résultat, il peut être positif ou négatif, rarement il est à 0. Ça arrive, mais c'est rare. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous montrer un exemple de compte de résultat. Ça prend un peu de temps. Voilà. Alors, vous avez un exemple de compte de résultat dans un comité de jumelage donc ventilé entre dépenses et recettes. Et donc, les différents, ici, c'est un petit peu complexifié parce que, en fait, la mairie demande, en fait, de cumuler avec les excédents précédents. Mais là, vous retrouvez l'excédent des recettes par rapport aux dépenses, les différents, des correspondants au bilan qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce 1537, en fait, est décomposé entre un 5562 de recettes et puis un 3970,24 de dépenses. C'est ça qui forme le compte de résultat. C'est plus clair maintenant? Un petit peu, mais je vais cogiter à tout ça. Ce qui me gêne, en fait, c'est par exemple, je pense que c'est ça qui me gêne. Alors, je prends l'exemple personnel de notre comité de jumelage. Quand on fait, par exemple, nos assemblées générales, tout ça, on dit qu'on fait le bilan de l'année, mais en fait, il n'est pas égal, nous, notre bilan. On fait une colonne dépenses, une colonne recettes et on tombe. Alors, ce n'est pas le bilan que vous faites. Donc, ça, ce n'est pas le bilan, en fait. C'est le résultat. Là, vous montrez le résultat de l'association au cours de l'année, mais vous ne sortez pas le bilan. D'accord. Vous ne sortez pas le bilan. Le bilan, il faut y rajouter vos avoirs bancaires, vos éventuels emprunts. Et là, vous aurez effectivement la situation de l'inventaire patrimonial de l'association. D'accord, c'est l'élément qui me manquait. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de continuer. On répondra peut-être à la question comment comptabiliser une facture fournisseur après non encore encaissée. On répondra tout à l'heure. Je vous propose d'aller un peu plus en avant, non pas dans la technique elle-même, dans les concepts, mais un petit peu dans les procédures et donc de voir comment pratiquement on opère des enregistrements comptables. Revenir. Donc, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la comptabilité, elle est liée je dirais, à l'écoulement du temps et c'est un processus chronologique. Donc, en fait, en comptabilité, on enregistre les événements au fil de l'eau avec toujours, on va dire, la contrainte ou la bonne pratique qu'un enregistrement comptable se base toujours sur une pièce justificative. Alors, cette pièce justificative, elle est datée, et cette pièce justificative, elle peut être externe, ça peut être une facture fournisseur, ça peut être un relevé de compte bancaire, et ça peut être aussi, je dirais, une pièce justificative interne, un email ou un formulaire CERFA. Il faut avoir en tête que la comptabilité, elle peut avoir force probante vis-à-vis d'une juridiction. Une pièce comptable, c'est un peu l'équivalent, on va dire, d'une pièce à conviction d'un point de vue juridique. Donc, c'est pourquoi les pièces comptables, même dans une association, doivent être conservées à l'appui des enregistrements. C'est-à-dire que les bons comptables, ils ont toujours l'enregistrement comptable d'une part avec leur écriture
et ils ont en accès direct la pièce comptable à l'appui. Ça, c'est un élément important qu'il faut avoir en tête parce que ça a des conséquences quand même assez importantes au niveau du travail quotidien du trésorier. Donc, toujours un document à l'appui d'un enregistrement comptable. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans l'aspect système et technique, hein, comment comptablement, comment on opère comptablement pour faire un enregistrement? En fait, les opérations, elles sont suivies comptablement au travers de comptes. Ces comptes, ils servent à quoi? En fait, ces comptes, ils regroupent tous les enregistrements qui ont en fait la même nature et qui correspondent à un même élément particulier. Notamment, on aura une distinction entre deux types de comptes, ce qu'on appelle les comptes de bilan, et qui vont donc enregistrer des éléments qui affectent le patrimoine de la société. Mais on a aussi des comptes qui sont dédiés à, je dirais, l'explication du résultat. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a des comptes qui sont des comptes de résultats. Au niveau des comptes de bilan, l'exemple classique d'un compte de bilan, c'est le compte de banque. Il affecte le patrimoine de la société, mais sans forcément impacter le résultat. Et puis, on a des comptes dédiés à l'analyse des résultats. Ces comptes, ça peut être les comptes de salaire, ça peut être les comptes de cotisation, ça peut être les comptes de frais professionnels. Et donc, en résumé, les écritures comptables, les enregistrements sont tous affectés et on va dire rangés dans des boîtes. Ces boîtes, elles recensent en fait les opérations qui ont toutes la même nature. Alors, le dernier élément peut-être important véritablement d'un point de vue conceptuel, c'est celui sur lequel on va venir maintenant et qui est assez fondamental au niveau de la comptabilité, on va dire pas de trésorerie, mais de la comptabilité d'engagement, c'est ce qu'on appelle la partie double. Alors, on a vu tout à l'heure l'égalité entre actifs et passifs et puis la façon dont le résultat se forme. Donc, le résultat, c'est la différence entre des actifs et des passifs ou des produits et des charges. Si on fait un peu d'arithmétique, on voit que cette égalité, elle peut s'exprimer d'une façon un petit peu différente. C'est ce qu'on voit ici au niveau de l'encadré rouge, c'est-à-dire qu'on a une égalité entre d'un côté l'actif et les charges et de l'autre côté les passifs et les produits. Alors conventionnellement, en comptabilité, des accroissements d'emploi sont qualifiés d'opérations de débit. À l'inverse, les augmentations de ressources sont qualifiées d'opérations de crédit. Alors d'où ça vient tout ça? En fait, si on refait un petit peu d'historique, c'est issu du Moyen-Âge où en fait on avait l'habitude d'indiquer d'un côté les emplois, je dirais, d'un côté au niveau du côté gauche d'une colonne, et c'est ce qu'on appelle en latin, c'est debet, et puis au côté droit, qui correspond au côté des ressources, c'était credit en latin, crédit. La conséquence de cette égalité entre d'un côté actif, charge et passif et produit, peut-être elle peut s'exprimer d'une façon un petit peu différente au travers des conventions comptables qu'on a vues tout à l'heure. Donc, les débits, en fait, d'un côté et les crédits de l'autre côté, doivent être égaux aussi par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc, c'est ce qu'on appelle le principe de la partie double, qui est fondamental en comptabilité enregistrement. Tous les débits des écritures doivent correspondre à l'ensemble des crédits des écritures. Donc, au final, on a une égalité entre actifs et passifs avec une formation de compte de résultats correspondant. Donc, cette égalité entre somme des débits et somme des crédits, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit être respectée non seulement au niveau de toutes les écritures individuelles passées en comptabilité, mais aussi évidemment sur l'ensemble des écritures d'une période et puis sur l'ensemble des écritures passées pour l'association. Ça, c'est vraiment fondamental, ce principe de la partie double. Il faut bien avoir ça en tête, surtout si on fait de la comptabilité, on va dire complète, de la comptabilité d'engagement. Est-ce que sur ce principe, ça va à peu près? Partie double, donc quand on parle de partie double, somme des débits à somme des crédits.
Alors, je vais peut-être vous montrer concrètement comment on fait un enregistrement comptable, comment ça se passe. Donc, sur la base d'un exemple assez simple, d'une association qui obtient un prêt de 5 000 euros de la part de sa banque pour financer la création de son site Internet. On va commencer par la partie ressources, hein, qui est la plus facile peut-être. Donc, la ressource qui permet de ce financement, c'est un emprunt. Donc, comment est-ce qu'on enregistre l'écriture? Au travers d'un contenté, on utilise aussi conventionnellement en comptabilité, donc une présentation en contenté. Donc, par rapport à la référence historique que j'ai faite tout à l'heure, c'est issu en fait du Moyen Âge et puis de la pratique des comptables florentins, donc avec débit-crédit, donc l'utilisation des deux colonnes. Et donc la partie droite ici, au niveau de l'emprunt, correspond à ce qu'on appelle une augmentation des ressources, et c'est la partie crédit. Donc, conventionnellement, on la positionne à droite du contenté. Toute augmentation de ressources pour ce compte se fera au crédit, donc sur la partie droite du contenté. Si jamais on a un mouvement de sens opposé, on va l'enregistrer cette fois-ci dans la partie gauche du compte. Si par exemple, effectivement, on remboursait une partie de l'emprunt, à ce moment-là, on utiliserait la partie gauche du compte. Donc, pour les comptes de ressources, une augmentation des ressources se traduit par une inscription au crédit, donc à droite du compte, une diminution des ressources à l'opposé s'enregistrera dans ce même compte, mais sur la partie gauche. Quand on parle de principe de partie double, donc on doit avoir une égalité de l'autre côté sur un autre compte. Et sur l'autre compte qui est évidemment concerné par cet enregistrement, c'est le compte bancaire. Parce qu'effectivement, je dirais sur les disponibilités et sur le compte qui est le compte de l'association, on va avoir 5 000 euros qui sont mis à disposition. Là, il s'agit d'un emploi. Et cet emploi, en fait, conventionnellement, sur les comptes d'emploi, toute augmentation des emplois va être ici indiquée au niveau des gauches de la partie gauche du compte, donc sur la partie qu'on appelle la partie débit. À l'inverse, si jamais on a un mouvement qui vient réduire le solde du compte bancaire de l'association, on utilisera la partie droite du compte qui vient diminuer les emplois. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment de la technique comptable, mais simplement, je voulais vous le montrer. C'est le fonctionnement général pour une écriture comptable dans la comptabilité qu'on appelle la comptabilité d'engagement, donc avec la partie. Est-ce que là, c'est à peu près compréhensible pour vous? C'est un petit peu je dirais, c'est vraiment de la difficulté, en fait, la difficulté, c'est une difficulté intellectuelle, c'est que le crédit passe en moins et le débit passe en plus. Et ça, c'est un peu une difficulté intellectuelle quand on remplit les dossiers. Alors, effectivement, on va dire, quand on est formaté, je dirais, pas de profession comptable, effectivement, on raisonne en plus et moins. Alors, les comptables raisonnent toujours en débit crédit. Ça, malheureusement, c'est comme les informaticiens raisonnent en binaire 1, 0, 0 ou 1, les comptables raisonnent en débit crédit. Ça, malheureusement, c'est assez inévitable. Hein. Mais si on rentre dans les notions aussi d'utilisation de logiciels comptables, il faut aussi initier un petit avec le vocabulaire. Bon, par contre, cette partie-là, on va dire débit crédit, vous n'en avez pas besoin, on va dire, dans la majeure partie des cas, si on tient une comptabilité de trésorerie. Donc, je ne vais pas trop insister. La maîtrise complète de ces enregistrements comptables, elle est vraiment nécessaire si on fait de la comptabilité complète. Si on ne fait que de la comptabilité de trésorerie, on n'a en fait qu'un compte qui est mouvementé. Le compte qui est systématiquement mouvementé, c'est le compte bancaire, le compte de trésorerie. Donc, on en raisonne, en fait, vous verrez, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure, qu'en plus et moins, et pas forcément en débit crédit. Mais pour les associations et les comités qui voudraient tenir une véritable comptabilité, à ce moment-là, il faut maîtriser ce principe de la partie double de façon correcte et utiliser le vocabulaire débit crédit.
Effectivement, dans les logiciels, quelquefois, la convention qui est souvent utilisée, parce qu'on ne fait pas au niveau des signes, c'est qu'en fait, un débit est plus et un crédit moins. Souvent, dans les logiciels comptables, c'est ce qui se passe. Un débit est signé plus et un crédit est signé moins. C'est aussi un petit peu paradoxal, mais c'est malheureusement comme ça. Autre élément important je dirais, des procédures d'enregistrement, je vais vous montrer ce que ça donne pratiquement, comment on fait un enregistrement comptable, comment ça se présente l'enregistrement d'une écriture dans un système informatique ou normalement dans un journal, dans un journal d'écriture. De référence, par référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, en comptabilité, on enregistre les événements de façon chronologique, c'est-à-dire que on a normalement, sur les comptabilités qui étaient tenues à la main, on avait un document qui s'appelle le journal, dans lequel les comptables enregistrent au jour le jour toutes les opérations. Donc, c'est pourquoi on a le premier élément qui est important, c'est la date. Ensuite, on retrouve nos notions débit-crédit, quels sont les montants qui sont débités, quels sont les montants qui sont crédités. Quels sont les comptes qui sont mis en jeu? Donc là, au compte au débit, c'est le compte avec le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Les comptes qui sont mouvementés au crédit. Et puis, toujours la référence à la pièce. On doit toujours, dans une écriture comptable, indiquer la pièce de référence de façon à ce que, au travers de la lecture du journal, on puisse éventuellement aller retrouver la pièce que le trésorier a bien évidemment placée dans un classeur de façon chronologique pour qu'on puisse retrouver toujours la trace et la pièce, on va dire, probante qui a permis d'effectuer la comptabilité de cet enregistrement. Ça, c'est un élément important. Voilà. Alors, je vais peut-être en profiter là, pour répondre aux questions qui ont été posées. Avant de passer au plan comptable des associations, je vais essayer de répondre à la première question. Donc, on a une question. En fin d'exercice, comment comptabiliser une facture fournisseur normalement réglée, mais non encore encaissée? Donc, en fait, si je comprends bien la question, c'est en fait comment est-ce qu'on enregistre au bilan une facture qui n'est pas encore qui n'a pas encore été réglée par le compte bancaire. En fait, il s'agit c'est ça la question? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est très concrètement, on a une facture de téléphone au 27/12. Donc moi, je l'ai rentrée en dépense, mais elle n'a été prélevée que le 6/1 sur le compte bancaire. Donc en fait, on est véritablement ici dans la constatation d'une dette qui n'est pas encore encaissée. Donc là, je dirais en termes de résultats, potentiellement le résultat, je dirais la dépense est à enregistrer. Donc on va constater une charge d'un côté au niveau du débit du compte de résultat, donc une charge en classe 6, en compte 6 au niveau des débits, et on va constater une dette fournisseur au crédit d'un compte de classe 4. Donc au niveau du bilan, on apparaîtra une dette fournisseur. Quand le mouvement sera prélevé, qu'est-ce qui va se passer? On va solder la dette vis-à-vis du fournisseur, donc on débitera le compte fournisseur, et on aura un mouvement au niveau du crédit du compte de banque qui va constater la diminution du solde bancaire. Ça, c'est en comptabilité d'engagement. On va constater donc en deux temps, dans un premier temps et effectivement à la fin de l'exercice pour présenter le bilan de l'association, il faudrait normalement faire l'inventaire de toutes les dettes fournisseurs qui ne sont pas encore réglées et constater ce type de charge, donc une charge d'un côté avec une dette fournisseur de l'autre. Et à contrario, pour une cotisation, par exemple, si vous faites l'appel de cotisation et que vous n'avez pas encore reçu les fonds, on enregistrera quand même au compte de résultat la cotisation. Par contre, la contrepartie, ça c'est une créance vis-à-vis des adhérents. Okay. Est-ce que j'ai répondu à la question, Raymond? Oui, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce type-là sur la partie, les parties qu'on a vues? Donc, on a vu, je dirais, les aspects les plus techniques véritablement. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que c'est assez complexe. Et puis, ça, à mon avis, ça n'a d'intérêt que pour les associations qui auront fait le choix de faire une comptabilité complète. Je pense
pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, je vous propose de passer au plan comptable des associations. Pardon, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un élément qui est quand même important avant de passer au plan comptable des associations. C'est de vous faire part d'un autre, je dirais, élément important dans la pratique comptable qui s'appelle le grand livre. Alors, le grand livre, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement, je dirais, l'ensemble des enregistrements des écritures qui sont classées par compte. Et le grand livre, lui, regroupe je dirais, le report de l'ensemble des écritures classées compte par compte. C'est-à-dire que on aura dans le grand livre, pour les opérations qu'on a vues tout à l'heure, par exemple, le compte de banque, il apparaîtra avec tous les mouvements qui ont concerné ce compte de banque dans la période. Et puis, de façon identique, on aura je dirais, le report dans les comptes des opérations qui ont été enregistrées sur le compte bancaire. Donc ça, je dirais, il y a deux documents, on va dire, essentiels dans la pratique comptable au quotidien. C'est le journal qui enregistre les opérations chronologiquement au fil de l'eau. Et puis, on a le grand livre qui, lui, reprend tous les mouvements, mais cette fois-ci, compte par compte. Ça, c'est des éléments, je dirais, de la pratique comptable et qu'on retrouve évidemment aussi dans un logiciel. Dans un logiciel, on a un journal des écritures. Ce journal des écritures est alimenté par la saisie quotidienne. Et puis aussi, on a un grand livre qui est aussi accessible, dans lequel on peut interroger la situation des comptes. Et notamment, on peut voir quelles ont été les opérations qui ont affecté ces comptes. Et puis, quels sont les soldes aussi à l'instant T. Ouais. Je peux présenter un grand livre hein, s'il y a besoin. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passera peut-être au plan comptable des Ok, d'accord. Je pense qu'en termes de temps, mais On est bien. on n'est pas trop mal. Alors, plan comptable des associations. Donc, vous savez qu'en France, je dirais, au contraire de certains pays, la France est impose pas mal de réglementations. Et alors, notamment en termes comptables, hein, le législateur en France, il a réglementé l'utilisation des comptes au travers d'une norme générale qu'on appelle le plan comptable général. Donc, ça, c'est applicable, je dirais, surtout applicable aux entreprises à but lucratif. Donc, le législateur a défini un plan comptable général qui, entre autres, définit comment les comptes doivent être numérotés. En parallèle, il y a une nouvelle législation qui concerne plus spécifiquement les associations et qui impose certains comptes, on va dire, de façon spécifique. Donc, au final, en fait, qu'est-ce que doit respecter une association vis-à-vis du plan comptable? C'est d'une part reprendre tous les comptes prévus par le plan comptable général pour les entreprises à but lucratif, sauf certains comptes qui sont prévus spécifiquement à l'usage des associations. Donc, en fait, c'est un petit peu compliqué, c'est mixte. Il faut reprendre, utiliser les comptes spécifiques aux associations. Et puis, sinon, s'il n'y a pas de compte spécifique, c'est donc se référer au compte du plan comptable général qui est applicable aux entreprises à but lucratif. Alors, je vais vous présenter quand même, je dirais, les principes du plan comptable des associations et qui correspond aussi à celui qui correspond à celui en vigueur pour les entreprises à but lucratif. On a donc, de façon assez logique et par rapport à ce qu'on a vu, on a deux éléments bien différents. On a les comptes de bilan et les comptes de résultats. Et puis, ces comptes, ils sont en fait répartis dans plusieurs classes. Donc, il y a 5 classes utilisées pour les comptes de bilan et 2 classes pour les comptes de résultats. Il y a peut-être une question, non? Non, c'est pas clair. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails, simplement, on va retrouver ici les classifications qu'on avait vues entre notamment emploi-ressources, hein, c'est-à-dire qu'en classe 1, on retrouve les comptes qui sont des ressources permanentes ou à durée relativement longue
pour l'association, c'est notamment les capitaux propres et les emprunts. En classe 2, on retrouve les emplois, je dirais les emplois permanents, que sont les immobilisations. Ensuite, on a une classe qui concerne assez peu les associations, le compte de stock, qui concerne plutôt les entreprises. Ensuite, en compte de classe 4, on a tous les comptes en fait qui sont soit des comptes, on va dire de créances ou des comptes de dette vis-à-vis des tiers. La classe 5, elle est réservée, on va dire, aux comptes financiers. Est-ce qu'on y retrouve essentiellement? C'est des comptes bancaires, essentiellement les comptes bancaires. Donc là, c'est les 5 classes correspondant au compte de bilan. Pour le compte de résultat, la classification est assez simple. On a d'un côté les charges, de l'autre côté les produits. Donc, recettes. Ça, c'est, je dirais, les principes généraux de la codification aussi des comptes entre compte de bilan et compte de résultat. Alors, si on va un peu plus dans le détail maintenant, la normalisation va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà des classes, on a des numéros de compte. Alors, ces numéros de compte, ils sont constitués de la façon suivante. On va dire qu'on a des comptes principaux et puis on a des sous-comptes au fur et à mesure. Ça se construit un petit peu comme une arborescence de dossiers en informatique. On a un numéro de classe qui constitue le premier chiffre de tout le numéro de compte de la classe. Ensuite, on a des subdivisions de sous-comptes qui débutent par le numéro de compte de l'échelon supérieur. Alors, l'exemple, c'est, on a des comptes principaux, par exemple, pour les comptes, on va dire, de vente ou de prestation de service. Le compte s'appelle compte 70. Donc, c'est vente de marchandises, prestation de services, vente de produits. Ce compte 70, on va aller un petit peu plus loin dans le détail. Et puis, on a un compte qui correspond aux prestations de service, qui s'appelle 706. Donc, vous voyez, la racine de la codification de ce sous-compte correspond au compte 70 d'échelon supérieur. Ensuite, on a un niveau de détail encore plus fin des ventes de prestations de services qui correspond au parrainage. Et là, on utilisera la racine 706 auquel on rajoutera ici un autre numéro de compte pour former le compte qui s'appelle le compte définitif parrainage. Donc, c'est une codification numérique qui est à peu près identique à une arborescence qu'on peut avoir dans des dossiers informatiques. Je pense que c'est assez facilement compréhensible. C'est l'architecture, je dirais, de toute la codification du plan comptable et notamment, si vous regardez la législation, le plan comptable associé. Alors, vous allez peut-être me poser la question du nombre de chiffres. Qu'est-ce qu'on doit utiliser en pratique? Alors, en pratique, il n'y a pas de, je dirais, pour une association, à mon avis, il n'y a pas forcément d'obligation quant à, on va dire, le niveau de finesse qu'on doit utiliser pour les comptes. Je dirais, à mon sens, on peut rester sur des comptes à 3 chiffres. On n'est pas obligé d'aller dans un niveau de détail, utiliser les comptes à 4 chiffres ou à des subdivisions encore plus importantes que ça. Alors concrètement, je vais pas balayer avec vous l'ensemble du plan comptable des associations. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer, on va dire sur la base des codifications à 3 chiffres, l'ensemble du plan que les associations de Genève peuvent utiliser. Donc, le mix entre les comptes du plan comptable général pour les entreprises à but lucratif et puis associés aux comptes spécifiques, je pourrais vous l'envoyer. Je vais juste vous présenter, il y a quelques comptes, quelques numéros de comptes qui sont utilisés très fréquemment par les associations, notamment les comités de jumelage. Donc, en fait, les comptes, ils se résument à peu près à peu près aux 10 doigts de la main. On a les comptes qui sont indiqués ici, achat de fourniture administrative, prime d'assurance, horaire, déplacement, parrainage, vente de marchandises, dons et abandon de frais par les bénévoles, contributions financières, cotisations, et puis bien évidemment, il y aura un compte bancaire. Donc ça, c'est, on va dire, les comptes qui sont utilisés très fréquemment pour les associations. Je pense que effectivement, on ne va pas au-delà. Si on rajoute, si en cas de comptabilité complète, on aura éventuellement des comptes de dette et créances fournisseurs ou créances sur les adhérents, et ça n'ira pas au-delà. Donc on est sur, on va dire, un nombre de comptes limité
en utilisation d'associations. Est-ce qu'il y a des questions via le chat ou d'autres questions sur cette partie plan comptable avant qu'on passe Oui, au niveau de l'abandon des frais. Je Oui. pense que ça serait bien de préciser certaines choses. On voit des associations qui font des attestations d'abandon de frais pour diminuer les impôts de ceux qui font les abandons de frais. Ouais, alors c'est ce Je veux qu'on juste appelle. préciser, tu le précises plus loin ou pas? Non, je rentre pas dans ce niveau de détail, alors je te laisse. D'accord. C'est quelque chose qui est important parce qu'actuellement, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits là-dessus. Pour pouvoir faire un abandon de frais, il faut être reconnu, alors soit d'utilité publique, mais là c'est particulier, soit d'intérêt général. Et pour cela, il faut remplir un rescrit fiscal. Alors, je dirais que dans une comptabilité courante, souvent les gens le font comme ça en disant oui, mais c'est bon, on est d'intérêt général. Il peut y avoir un rattrapage par les impôts quand on n'a pas rempli le rescrit fiscal. Donc attention à cet aspect-là. Alors, en termes fiscal, vraiment, j'ai juste précisé, peut-être en termes de vocabulaire, hein, Ouais. parce que Florence le fait de façon très fréquente pour le socle rugby. En fait, le document, je pense qu'elle a utilisé, c'est ce qu'on appelle un document SERPA. Oui, On c'est a cela, c'est un document SAFA, c'est un rescrit fiscal, ça s'appelle comme ça, hein, le terme il s'appelle rescrit fiscal. Et il faut que ce soit accepté. Parce que, bon, je sais que nous, il y a encore quelques temps en arrière, on faisait des reçus et moi j'ai tiré la sonnette d'alarme. Sur l'Ain et une partie de la Haute-Savoie, il y a eu des contrôles et des rattrapages qui ont été faits là-dessus. Oui, donc effectivement, bien conservé pour le trésorier, c'est ce document fiscal hein, qui atteste de la rétrocession des montants, qui permet à la fois pour le bénéficiaire de l'utiliser pour sa déclaration fiscale et aussi pour l'association. Ok, sinon, d'autres questions, d'autres problématiques? Moi, j'avais une question qui porte sur les cotisations, parce qu'on a évoqué la possibilité de faire cotiser les jeunes, voire les mineurs. Et comme ils n'ont pas de pouvoir d'achat fabuleux, l'idée c'était de leur faire une cotisation gratuite, mais de mémoire, c'est interdit. Si vous pouviez me rappeler ça, on est adhérent que si on paye, donc quitte à ce que ce soit un euro symbolique. Oui, je pense il vaut mieux mettre un euro symbolique, hein, parce qu'effectivement, autrement, on va dire logiquement, effectivement, il faudrait comptabiliser éventuellement au niveau de l'association la contrepartie de je dirais de cet avantage concédé. Hein, donc c'est compliqué. Et puis effectivement, le phénomène associatif, on l'a dit, repose sur une cotisation payée par les adhérents. Donc l'autre formule que vous pourriez avoir, c'est de leur prêter éventuellement, leur faire un prêt de façon à ce qu'ils puissent acquitter la cotisation. Ça, c'est une autre possibilité. Donc là, vous auriez effectivement un emploi chez vous, un prêt. Alors remboursable ou non, mais bon, essentiellement, en principe, un prêt, c'est remboursable. Mais vous pourriez éventuellement faire un prêt aux jeunes de façon à ce qu'ils puissent vous régler la cotisation. Donc financièrement, ils n'avancent rien. Et puis après, vous pourriez peut-être, alors c'est faisable au niveau des entreprises à but lucratif, c'est faire un abandon de créances par rapport à des prêts. C'est possible. Alors, je ne sais pas pour l'instant comment ça peut se passer, mais vous pourriez faire à minima si c'est enregistrer un prêt. Autre aspect des choses qui est un aspect plus juridique et non pas comptable, mais l'assurance de l'association ne pourra prendre en charge des éventuellement frais de sinistre que si la personne est adhérente. Donc il faut qu'il y ait une adhésion, même si elle est symbolique, même si elle est d'1 euro. Et puis si chez nous on avait fait des adhésions par famille, en fait c'est la famille qui adhérait et donc la famille pouvait avoir 2, 3, 4 membres et elle payait la même chose. Oui, Donc, c'est comment ça souvent se la passe dans solution qui ces est cas-là? retenue, oui. C'est souvent la solution qui est retenue. Je vous proposerai de passer de vous mettre un petit peu de contribution et de vous faire répondre à des petites questions assez ludiques via un quiz. Et je vous proposerai qu'à la suite de chaque écran, vous répondiez au travers du chat. Euh, voilà.
en proposant par exemple, là je vous propose 3 questions que vous répondiez dans le chat en disant 1A par exemple, 2B, 3C par rapport aux différentes questions, sachant que en principe il n'y a qu'une réponse valable pour chaque question. Donc la première, pour une bonne gestion et l'obtention de financement, la tenue de comptabilité dans une association est petit a obligatoire, petit b hautement recommandé. Deuxième question concernant les concepts comptables fondamentaux. Au bilan comptable de fin d'exercice d'une association, l'actif est petit a rarement égal au passif, petit b toujours égal au passif, petit c égal au passif quand le trésorier a été sobre lors du réveillon. Troisième question concernant le type de comptabilité. La comptabilité de trésorerie enregistre les factures petit a dès leur réception, petit b dès leur paiement, petit c uniquement en fin de mois lors de la réception du relevé bancaire. Je vous laisse 30 secondes encore pour que vous puissiez répondre aux questions et puis après on va débriefer. Il faut juste cliquer sur la réponse. En fait, non, il ne faut pas cliquer. Dans le chat, il faut indiquer, par exemple, effectivement, comme quelqu'un a fait 1B, 2B, 3B. Vous envoyez, vous appuyez sur Entrée dans le chat. Donc, on va débriefer. Je pense que c'est assez rapide. Pour la première question, donc pour une bonne gestion, en fait, la tenue de la comptabilité, je pense que vous l'avez tous indiqué, c'est pas forcément obligatoire, mais hautement recommandé. Au bilan comptable, donc de fin d'exercice, comme on avait vu, l'actif va toujours être égal au passif. Hein, donc on est sur. Sinon, c'est effectivement il y a un petit problème dans la comptabilité et on va dire qu'on n'a pas suivi le principe de la partie double, mais on a fait plutôt de la comptabilité, on va dire, en partie trouble. Pour la troisième partie, donc comptabilité de trésorerie, c'est la caractéristique de la comptabilité de trésorerie, c'est qu'on enregistre les factures, non pas dès leur réception, hein, mais dès leur paiement. Et puis là aussi, c'est à déconnecter, on va dire, normalement, on n'attend pas la fin de mois pour la réception du relevé bancaire pour faire l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou c'est clair pour tout le monde? Je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. Donc, je vous propose la deuxième série de questions. Voilà. Ça concerne plutôt la partie compte de résultat. Donc, en fin d'année, le compte de résultat d'une association est petit a, toujours égal à 0. Petit b, toujours déficitaire si elle n'a pas reçu les subventions attendues. Petit c, déficitaire ou bénéficiaire. Autre question concernant plus la partie double. Dans les écritures comptables en partie double, la somme de débit est toujours égale à la somme des crédits. La différence entre débit et crédit représente le résultat de l'opération. Attention, il y a peut-être quelques petits pièges, notamment sur la question 5. Maurice, quand tu envoies les réponses, envoie à tout le monde, parce que tu me les envoies qu'à moi, là. Mais je n'ai pas précisé effectivement qu'on a deux possibilités dans le chat, c'est envoyer à tout le monde ou envoyer à quelqu'un. Alors, le compte de résultat d'une association de fin d'exercice. Alors, effectivement, il y a peut-être un petit piège aussi, c'est que le compte de résultat, il est soit déficitaire, soit bénéficiaire en fonction des événements. Et donc, il n'est pas forcément toujours égal à 0. Il n'est pas non plus toujours déficitaire, même si l'association n'a pas reçu les subventions. Parce qu'à ce moment-là, elle a pu prendre les mesures adéquates pour rester
à l'équilibre, voire bénéficiaire. Donc, c'est pour la question 4, c'est petit c qu'il fallait choisir. Sur la question 5 relative à la partie double, en fait, effectivement, c'est la réponse A qui est à choisir. On a toujours somme des débits égale à la somme des crédits, même si effectivement on a un résultat de l'opération. Parce que ce compte de résultat, effectivement, le résultat de l'opération est enregistré soit au débit, si effectivement il s'agit à ce moment-là d'une perte, soit au crédit s'il s'agit à l'opposé d'un profit. Dernière partie des questions. Dernière partie du chat, donc deux questions. Au niveau des documents de base, la première, les documents de base des enregistrements comptables sont petit a, les relevés de banque, petit b, les factures, petit c, les pièces comptables. Autre question relative cette fois-ci au plan comptable associatif. En France, pour sa comptabilité, toute association petit a est libre d'utiliser la numérotation de compte qu'elle souhaite. Petit b doit utiliser le plan comptable des associations 2020. Petit c a intérêt à utiliser le plan comptable des associations 2020. Je laisse 30 secondes pour réfléchir. Alors, je vois que les réponses, je pense que tout le monde a bien répondu. Essentiellement, je balaye rapidement, mais j'ai l'impression que les réponses sont bonnes concernant les documents de base. En fait, le document de base, vraiment pour la comptabilité, c'est pas le relevé de banque, mais c'est la pièce comptable. Ça, c'est valable effectivement pour les associations, mais aussi pour les entreprises à but lucratif. Le document de base, c'est constitué toujours par la pièce comptable. Ensuite, la dernière question, un petit peu, à dire un peu plus délicate, la question concernant le plan comptable. Donc, ce qui est certain, c'est que pour la comptabilité des associations, utiliser une propre numérotation, c'est pas possible, en principe. Concernant, on va dire, l'utilisation au nom du plan comptable des associations, à mon sens, si on tient une comptabilité, je dirais en comptabilité au sens strict du terme, on doit utiliser le plan comptable d'association. Ceci étant, en résumé, on pourrait dire qu'on a intérêt à utiliser le plan comptable d'association et quand même il est fortement recommandé, à mon sens, de l'utiliser parce qu'on pourrait aussi avoir des contrôles de la part des différents organismes et à ce moment-là, les contrôleurs fiscaux, on va dire, se basent aussi sur des écritures comptables qui respectent notamment le plan comptable. Donc, on est plutôt sur, je dirais, la réponse C, intérêt à utiliser le plan comptable des associations. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe, on va dire, aux exemples un petit peu pratiques concernant la tenue de comptabilité? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, j'ai une question donc, par rapport à la numérotation. Alors, j'ai relevé l'image de tout à l'heure avec les codes, mais on les connaît comment, ces codes, là, 625, 706 En fait, ils sont listés. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer, on va dire, sur la base d'une codification à 3 chiffres, l'ensemble des comptes. Par contre, comme indiqué un petit peu tout à l'heure, normalement, ça vous donne la liste des comptes. Par contre, il faut avoir, je dirais, derrière, il faut soit lire, on va dire, le texte légal du plan comptable pour pouvoir savoir comment on doit utiliser quel compte dans tel ou tel événement. Donc, la liste des comptes en soi, c'est pas un aboutissement. Et derrière, il faut savoir comment les utiliser et savoir pourquoi on mouvemente tel ou tel compte. Donc, c'est pas forcément suffisant. Par contre, si vous êtes intéressé juste par la liste des comptes, je peux vous l'envoyer. Mais autrement, je dirais, pour pouvoir savoir comment on utilise plutôt un compte plutôt qu'un autre, il faut avoir, on va dire, soit des bases comptables ou des bases juridiques ou éventuellement poser des questions. Mais c'est pas, on ne place pas les enregistrements, on va dire, il faut connaître, on va dire, la définition des comptes et la façon dont les utiliser pour pouvoir réellement enregistrer une écriture. Donc, dans l'absolu, si on ne sait pas trop, il vaut mieux qu'on ne les utilise pas.
Alors, il y en a pour lesquels c'est assez clair, hein. On prend l'exemple, si vous voulez, on va reprendre les différents Oui, j'ai relevé. Oui. exemples, mais quand il s'agit, par exemple, d'enregistrer des remboursements d'indemnités kilométriques aux adhérents, on sait qu'on devra utiliser les frais de déplacement professionnels, par exemple le compte 625, ça, il n'y a pas, c'est relativement simple. Même chose pour les cotisations des adhérents, c'est pour ça que c'est indiqué là. Il y a un compte à 3 chiffres, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, pour des opérations un peu plus complexes, ça nécessitera peut-être plus de réflexion. Les comptes de subvention, c'est facile. Donc là, vous avez donné 10 comptes. Sur ces 9 ou 10 comptes, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'équivoques. Hein. Par rapport à un événement, il faut utiliser tel ou tel compte. Ensuite, si c'est des comptes qui sont un peu de l'ordinaire, si vous avez, par exemple, des honoraires que vous payez à un professeur d'allemand, c'est encore assez facile. Par contre, vous aurez peut-être des cas un peu particuliers, l'enregistrement des statuts, par exemple. Ça, je pourrais se poser un peu plus de questions. Mais sinon, on va dire 80% des événements courants de l'association, vous aurez facilement le compte, vous le trouverez facilement. Autrement, ce n'est pas non plus mort d'homme si vous n'affectez pas forcément le bon compte. J'avais une question. Quand on achète des biens non consommables, typiquement un vidéoprojecteur, comment le faire apparaître? Parce que nous, aujourd'hui, on le traite comme une charge. Alors, je dirais, comment faudrait faire idéalement? Alors, idéalement, alors je vais pas répondre à votre question sur le fait qu'il soit consommable ou non. On va dire que si on utilise une référence utilisée en entreprise et fiscalement, la limite, c'est 500 €. C'est-à-dire que en aspect hors taxe, c'est-à-dire que pour l'entreprise, la référence sera plus taxe. Mais si vous achetez un rétroprojecteur, à mon sens, qui a une valeur inférieure à 500 €, légitimement, vous pouvez le passer en charge. Ça, c'est admis fiscalement aussi pour les entreprises. C'est la règle que je vous conseillerais. Si vraiment vous considérez à votre niveau que le rétroprojecteur est véritablement, on va dire, considéré un peu comme un élément qui a une durée de vie supérieure à 1 an, vous pourrez le comptabiliser en immobilisation. C'est le compte immobilisation qu'il faudra utiliser. Merci. Donc là, ça n'impactera pas votre compte de résultat. Alors, par contre, la contrepartie, Xavier, c'est que normalement, vous devrez amortir cette immobilisation. Et donc, vous étalerez la charge, le prix, vous étalerez le prix de vente en charge dans votre compte de résultat sur la durée d'utilisation prévue de votre matériel. Si vous mettez 5 ans, effectivement, si vous l'achetez à 500 €, vous devrez comptabiliser un amortissement de 100 € tous les ans. Donc, à mon avis, la solution qui consiste, si le montant n'est pas trop élevé, continuez à le considérer comme des charges. Surtout qu'un rétroprojecteur, à mon sens, ça coûte moins de 500 €. Merci. J'ai répondu à votre question? Merci, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Oui, et je veux revenir sur cet aspect. Si on achète du matériel qui coûte, mettons, 800 €, Oui. C'est quand même difficile en association de parler d'amortissement. Si, parce qu'en fait, je dirais, l'utilisation que vous pouvez en faire, le rétro, il va s'user quand même, et vous ne pouvez pas considérer que vous l'aurez ad vitam aeternam. On est bien d'accord. Et donc, il faut, on va dire de façon assez simple, on va dire que sa valeur, elle diminue au fil du temps. Donc, vous devez enregistrer la diminution de valeur de cet équipement, et c'est par le biais d'un amortissement du compte de résultat. Donc, le conseil, c'est si ce n'est pas trop important, vous le passez en charge, ça sera beaucoup plus simple. Alors, par contre, la problématique qu'on avait vue pour le site Internet, par exemple, le site Internet, là, vous n'avez pas intérêt à le passer en charge. Par contre, là, vous l'amortirez, c'est-à-dire sur la durée d'utilisation, ça peut être 5 ans, 10 ans, ça peut être 5 ans. Là, ça, je pense, ça justifie de passer une écriture d'amortissement. Par exemple, si vous faites appel à un conseil extérieur pour développer votre site Internet, il est clair que ça ne coûtera pas 500 €. Hein. Donc là, mais là, ça sera un service extérieur, ça ne sera pas un achat de matériel. Oui, mais ça n'empêchera pas que vous allez le mettre en immobilisation. Hein. D'accord. Parce qu'effectivement, par exemple, si vous achetez AssoConnect, par exemple,
Ça coûte 1 000 €, on va dire, C'est l'utilisation. ça, oui, 1 320 € avec les… puisqu'on a mis 6 unions régionales avec. Ouais. Donc ça, à mon sens, comptablement, c'est un élément incorporel, c'est une immobilisation. Et vous allez amortir ce logiciel sur une durée. En général, on met 3 ans, par exemple. Vous allez amortir cette, cette valeur sur 3 ans. Donc ça vous permettra d'étaler la charge sur 3 ans et de conserver ce site internet en fait qui a une valeur, enfin ce logiciel qui a une valeur au niveau du bilan de l'association. D'accord. Et si on fait intervenir des bénévoles pour mettre en place le site internet, le mettre à jour, etc. À mon sens, les bénévoles, par définition, ils n'ont pas de coût, donc il n'y aura pas, vous ne leur mettrez rien en comptabilité. Par contre, ce que vous pouvez faire, et ça c'est valable pour toutes les prestations de bénévoles, on n'en a pas parlé, mais on peut utiliser, on va dire, un enregistrement qui est neutre en termes de résultats, mais qui consiste à enregistrer à la fois au débit et au crédit du compte de résultats les prestations valorisées par tous les bénévoles. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer d'un côté, on va dire, ce que vous aurez coûté une prestation identique par les bénévoles et mettre un crédit au niveau du compte de résultat pour la même valeur. Et ça, c'est important parce que les associations, on a tout intérêt à valoriser le bénévolat, et entre autres quand on fait des demandes de subventions au niveau du bilan. Voilà, donc ça, il y a des comptes spéciaux, j'en ai pas parlé volontairement, mais il y a 2 comptes spéciaux, 2 classes de comptes spécifiques pour enregistrer justement ces prestations de bénévolat. C'est des comptes qui figurent en tant qu'association, mais qui sont des comptes spécifiques. Alors, j'en ai pas parlé. Effectivement, ça nécessite de tenir quand même un petit peu des relevés d'horaires, pour les gens, parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut, à mon avis, quand même avoir des documents qui justifient les heures passées par les personnes et puis les valoriser. Et ça a un intérêt, un double intérêt, c'est de montrer effectivement en interne que l'association ne fonctionne pas sans les bénévoles. Et ça insiste aussi sur le fait de dire, voyez, votre travail il est reconnu, on le valorise. Et puis aussi vis-à-vis des financeurs, ça montre, je dirais, toutes les choses en fait qui sont gérées et prises en charge par l'association elle-même sans faire appel à l'extérieur. Donc c'est un double intérêt de montrer en fait la réalité des choses. Donc, moi, si effectivement c'est possible pour les associations qui ont recours à beaucoup de prestations de bénévoles, c'est intéressant de le valoriser au niveau de la comptabilité. Je vous propose de passer aux aspects un peu plus pratiques. On les rentre dans quelle catégorie de compte parce qu'on est quand même plusieurs à utiliser des bénévolats? Alors, c'est les comptes spécifiques. Alors, je vous les donnerai, je ne vous répondrai pas spécifiquement de la classe de compte. En fait, c'est des comptes qui sont, à mon avis, des comptes 8 et des comptes 9. C'est la classe de compte qui suit donc dans l'ordre numérique. Mais je vous enverrai les comptes. Et juste petite question, mais je ne sais pas si on peut le traiter aujourd'hui. Pour ces prestations, justement, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Ça, je ne sais pas, dans le secteur privé. Est-ce qu'il y a des règles de valorisation des heures? Et par exemple, la formation d'aujourd'hui, comment on valorise cette formation gratuite pour l'association? Et en fait, je pense qu'il faut prendre. Alors, à mon avis, il y a les règles. Il faut essayer d'avoir des valorisations qui ne sont pas déconnectées de la réalité, c'est-à-dire essayer de trouver peut-être des équivalents à ce qui pourrait se faire à l'extérieur, s'il en existe. Certaines, ça n'existe pas forcément. Moi, je pense à des choses qu'on fait d'un point de vue associatif ou sportif. Il n'y a pas véritablement de tarif indicatif. Il ne faut pas non plus, je dirais, charger la mule, mais faut essayer de prendre des références à peu près cohérentes. Qu'est-ce que si vous faites appel à quelqu'un pour développer site internet, si c'est informaticien, à ce moment-là, vous pouvez prendre une référence marché et puis décoter peut-être de 10 à 15% le tarif horaire, le tarif journalier. Donc c'est à mon avis utiliser une référence de marché avec peut-être une petite décote pour éliminer le profit, quoi. Faire concentrer à prix coûtant, par exemple. Mais sur la base d'un relevé d'heures,
Après, effectivement, comme ça n'a pas d'impact direct sur le compte de résultat, c'est en plus, en moins, c'est neutre. Il ne faut pas non plus passer beaucoup de temps. Alors, moi, sur le plan comptable que j'ai, bénévolat, c'est 875. Voilà, donc vous avez le compte 8. Alors, le 875, effectivement, c'est la partie France produit d'un côté, et vous devez avoir l'équivalent de l'autre côté. C'est-à-dire, vous avez éventuellement la charge de l'autre côté. Oui, c'est en 86 apparemment. Voilà. Il y a un Ouais. 86 et de l'autre côté un 87. Un 86 et un 87. Et sachant qu'au global, on doit avoir je dirais le même montant de chaque côté. Et pour les amortissements, petite question, parce que je sais comment ça fonctionne dans le secteur public, là encore, mais dans le secteur privé, qui décide de la durée d'amortissement qui est retenue? Ben, C'est le bureau? non, je dirais que ça c'est le trésorier. Hein. D'accord. Ça, et je dirais que vous pouvez utiliser à peu près les mêmes durées que celles qui sont en entreprise, hein, sauf peut-être un peu plus longue, on va dire, parce que vous n'avez pas un usage aussi intensif peut-être des éléments, on va dire. Le rétroprojecteur, il va peut-être pas s'utiliser aussi. Mais si vous voulez pas vous poser de questions, vous prenez les références d'utiliser, je dirais, en comptabilité pour les entreprises du secteur lucratif. Voilà. Alors, je vous propose de passer aux exemples un petit peu, pour regarder un peu plus, aller dans le pratique et vous montrer. Si ça veut bien. Donc, je voulais vous montrer, alors cette fois sur la base je dirais, d'une comptabilité de trésorerie, qu'on peut faire des choses sous Excel et notamment enregistrer les opérations de façon chronologique sous Excel dans un journal. Donc, je dirais toutes les parties qui sont ici en bleu sont des parties qui correspondent à des saisies. Ensuite, ce qui a été monté, c'est que on a chargé sous Excel le plan de compte associatif. Et donc, par exemple, quand on saisit un numéro de compte, on retrouve le libellé du compte ici en automatique. Donc, les différents éléments qu'on a pu mettre dans un journal, c'est effectivement, comme on vous l'a dit, un enregistrement chronologique. Donc, ici, on a pris à titre d'exemple le déroulé de certaines opérations, avec toujours, on va dire, aussi en référence un numéro de pièce comptable. Ça, c'est un élément important. Dans tout élément, en tout logiciel comptable, vous avez, je dirais, un enregistrement chronologique avec des numéros de pièces. Ces numéros de pièces, ici, on a considéré qu'on allait les codifier avec l'année et puis ensuite 3 chiffres représentatifs du numéro d'écriture. Donc, le numéro de pièce. On a aussi indiqué une notion d'émetteur de pièces. Est-ce que c'était l'émetteur de la pièce comptable de base? Est-ce que c'était un élément interne ou externe? Ici, par exemple, on a pris l'exemple de l'enregistrement des statuts où c'est la préfecture de Savoie qui émet une facture concernant l'enregistrement des statuts. On a aussi la partie, je dirais, l'autre source de pièces qui peut être une source interne. On a le comité de jumelage, par exemple, qui enregistre la cotisation des adhérents. Donc, on a une référence toujours à l'émetteur de la pièce. Évidemment, date de pièce. On a indiqué une référence aussi qui reprend le document d'origine, on va dire, de la pièce comptable. Par exemple, on reprend pour un fournisseur, on va aller reprendre le numéro de la facture du fournisseur. Indication d'un libellé d'opération pour qu'on puisse effectivement pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit. Là, par exemple, pour la préfecture de Savoie, il s'agit d'enregistrer les statuts. L'autre information évidemment importante, c'est dans quel compte on met ça. Ici, effectivement, on a mis ça, l'enregistrement des statuts, c'est quelque chose qu'on paye effectivement à des tiers, et puis c'est plutôt dans la partie information, publication, relations publiques. Donc, on enregistrera le numéro de compte et la dépense ici a été indiquée au niveau de différents montants. Alors, tout ceci permet, alors si on est assez habile sous Excel, en quelques heures, on peut en fait, au niveau des tableaux croisés dynamiques, avoir, je dirais, en temps quasi réel, une fois qu'on enregistre une écriture, on peut avoir, je dirais, l'ensemble des comptes, la situation des comptes au travers d'un grand livre, et puis des soldes, les différents comptes qui ont été enregistrés ici. Alors, par exemple, l'ensemble la récapitulation de l'ensemble des écritures
on a indiqué ici au travers du journal se traduira ici par je dirais des éléments de solde de compte aboutissant aussi à un solde qui correspond au solde de compte de banque, parce qu'en fait, sur une comptabilité de trésorerie, l'essentiel, comme on l'avait dit, et la finalité, c'est d'enregistrer les opérations au travers des flux monétaires sur le compte de banque. Donc, quand on fait une situation comptable, il est absolument indispensable que, dans le cadre de la comptabilité de trésorerie, on assure la cohérence entre le relevé de banque, le solde du relevé de banque, et puis, on va dire, l'ensemble des écritures qu'on aura enregistrées. C'est pourquoi je vous ai ici, dans le support qu'on utilise, on fait le rapprochement systématique entre le solde du relevé de banque à la fin du mois et, on va dire, le solde des écritures qui ont été indiquées dans le journal en tant que contrepartie des opérations sur le compte de banque. Donc, ici, au cas particulier, l'ensemble des écritures enregistrées ici dans les différentes lignes correspond à un solde de 4 720 € qui correspond aussi au relevé bancaire. C'est ça qui est important dans une comptabilité de trésorerie, c'est d'assurer systématiquement la concordance entre le relevé de banque et la comptabilité. Ça, c'est vraiment fondamental. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc ça peut être fait assez facilement sous Excel. Peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs, l'ont déjà fait. Je vous apprends peut-être rien. Et c'est une façon, on va dire, de tenir une comptabilité en respectant le plan comptable, en respectant un formalisme et une traçabilité des opérations qui permet de très facilement pouvoir présenter des comptes en fin de mois à l'association, pouvoir présenter des comptes en fin d'année. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça, c'est un document que tu as créé, toi, apparemment. Oui, j'ai fait un exemple. Alors, il y a un élément qui peut être intéressant pour lequel pour l'instant, on n'a pas parlé, mais qui est, on va dire, une vision un peu différente du résultat de l'association en ventilé entre dépenses et recettes. C'est en fait une vision qui est plus analytique. C'est-à-dire que au-delà de savoir que, par exemple, au cas précis, l'association a dégagé un résultat positif de 4 720 €, donc la différence entre dépenses globales et recettes globales de 4 720 €, c'est savoir comment, je dirais, comment se sont répartis l'ensemble des dépenses par fonction de cette association. Et pour faire ce type de travail, par exemple, on peut affecter, on va dire, ce qu'on appelle un code analytique à l'ensemble des mouvements. Par exemple, on peut considérer que on va suivre les dépenses générales de fonctionnement de l'association et qu'on va considérer que les cotisations, d'une part, la partie prime d'assurance, la partie enregistrement des statuts, ça fait partie des coûts de fonctionnement. Donc, on va affecter un code analytique 100, par exemple, ici, à toutes ces dépenses de fonctionnement. Autre élément qu'on peut voir suivre, par exemple, c'est quel est le résultat qu'on peut avoir sur les cours d'allemand dispensés par le comité de jumelage. On a considéré que l'achat des romans, effectivement, c'est des dépenses de romans allemands étaient affectées à ces cours d'allemand. Les cotisations spécifiques des adhérents aux cours d'allemand, c'est les recettes. Et puis, les rémunérations du professeur sont en dépenses, qui permet, je dirais, in fine, ce que je voulais vous montrer sur la slide suivante. Voilà. C'est surtout sur cette partie ici, comment est-ce que ce résultat de 4 720 € qui, d'une part, je dirais, se décompose d'un point de vue nature de dépenses entre, d'une part, des cotisations, des ventes de prestations, de manifestations à 1 200 €, des cotisations à 5 100 et les autres dépenses, donc un solde de 4 720 €, on va dire, analysé par nature de dépenses d'un côté. On peut aussi l'analyser, je dirais, plus avec une vision analytique en disant ces 4 720 €, ils viennent de quoi? Ils viennent en fait, on va dire, d'une partie de fonctionnement sur laquelle on a ici un excédent de 4 540 €. D'autre part, ils viennent d'un coût correspondant au cours d'allemand de 120 €. Et puis, on a aussi un profit issu de la manifestation
à laquelle on a un excédent de recettes sur les dépenses de 400 euros. Et donc, ce qui permet aussi de suivre, on va dire, dans une optique de suivi des résultats des manifestations, des résultats sur les cours d'allemand, etc. Avoir une vision un peu plus analytique de l'ensemble des choses et qui permet de compléter de façon assez utile une vision stricte par nature de dépenses. Donc ça, c'est faisable assez facilement sous Excel en utilisant un petit peu la méthode qu'on a vue là. Pour certains d'entre vous, peut-être le font déjà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Donc ça, si éventuellement des gens sont intéressés, je peux leur envoyer le modèle, hein, qui sera éventuellement à compléter avec, je dirais, le cas spécifique de votre association. Et ça peut être, je dirais ça, c'est développable aussi assez facilement pour les gens qui maîtrisent les tableaux croisés dynamiques Excel en quelques heures. Alors, dernier sujet que je voulais aborder, c'est un petit peu la partie dossier de demande de subvention. Et donc, je voulais vous montrer, voilà. Alors, assez souvent, on va dire que les documents demandés concernent souvent le dernier bilan d'association, le dernier compte de résultat et puis un budget prévisionnel. Alors, je vais vous montrer ce qui est demandé au cas précis par la mairie de la Motte-Servolex. Ça ne correspond peut-être pas au cas général, mais assez souvent, ce qui est demandé au niveau du format de bilan, c'est très agrégé. Ça correspond à ce que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Donc, s'il y a des immobilisations, on demande détaillées. Donc, ça peut être le rétroprojecteur, ça pourra apparaître là. Si effectivement on ne tient qu'une comptabilité de trésorerie, à ce moment-là, il n'y aura pas de créances et pas de dettes, sauf cas particulier. On considérera que toutes les créances et les dettes ont été réglées. Et puis, il apparaîtra au niveau des postes d'emploi, du bilan, on va dire que les comptes bancaires, donc les disponibilités sur les comptes bancaires ou sur compte sur livret. Ça, c'est toute la partie active. Maintenant, au niveau du passif, il y aura deux éléments. Un élément important que je n'ai peut-être pas explicité précédemment, ce qui s'appelle le report à nouveau. Alors, le report à nouveau, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le cumul des résultats précédents depuis la création de l'association. C'est-à-dire que si l'association fait des bénéfices, il est clair que les ressources de chaque année vont venir se cumuler chaque année et en fait vont contribuer à l'accroissement des ressources de l'association. Et puis, donc cet élément-là, c'est un élément qui fait partie des capitaux propres auquel va venir s'ajouter le résultat de l'exercice de façon à constituer, on va dire, le total du passif si l'association n'est pas endettée au niveau d'un emprunt. Donc, on aura quelque chose d'assez basique au niveau du bilan demandé. En termes de compte de résultat, c'est un petit peu le format que je vous ai déjà présenté. En général, donc on détaille, ce qui est demandé, c'est un détail des dépenses et des recettes, donc des charges et des produits, sur la base du plan comptable. Et en général, on ne va pas au-delà de 2 chiffres. Hein. Donc, à mon avis, si une association tient, je dirais, ses comptes en utilisant un plan comptable à 3 chiffres, c'est largement suffisant. Donc, ici, on a les ventes de produits fabriqués ou les ventes on va dire, de marchandises. Là, on avait l'opération choucroute, il y a eu des ventes de produits. Par contre, il peut y avoir aussi, évidemment, les participations des adhérents qui sont enregistrées dans les comptes 75. À l'inverse, on a toute la partie honoraire, par exemple, pour un professeur d'allemand dans les comptes 62. On a toute la partie frais de déplacement dans les frais de transport, déplacement et réception. Donc ça, c'est les comptes principaux. Hein. Donc, vous voyez, globalement, la présentation du compte de résultat pour être demandé de subvention, c'est aussi relativement basique. Voilà, je pense qu'il reste à peu près une dizaine de minutes. Si vous voulez, on va échanger
un petit peu sur ces dossiers de subvention, parce qu'il y a peut-être d'autres demandes un peu plus détaillées. Je vous laisse poser différentes questions. Je ne sais pas, quelqu'un veut prendre la parole sur une expérience Oui, alors pour ce qui est des demandes de subventions, la mairie apparemment ne demande pas grand-chose, mais le fonds de développement, le fonds citoyen franco-allemand auquel tous les jumelages sont appelés à avoir à répondre, les dossiers sont un petit peu plus complexes au niveau comptabilité quand même, hein, parce qu'ils se réfèrent au numéro plan comptable. Hein. Donc, d'accord, ça va plus loin, c'est par quel niveau, en fait, c'est la même chose que pour les demandes de subvention au Fonds de développement de la vie associative. Ils ont repris les mêmes documents. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, ça va pas forcément plus loin. Ils ont beaucoup regroupé. Il y a au niveau des charges, il y a les charges services extérieurs, point barre. Et donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas où mettre. Ah, bah, alors, en fait, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est le échange à l'extérieur. En fait, c'est 61 et Je 62. suis en train d'essayer de retrouver le document pour vous montrer. À ce moment-là, je peux peut-être arrêter le partage de mon côté parce que j'en étais à peu Ah près. bah, on peut partager à deux, t'inquiète pas. J'ai mis en sorte qu'on puisse partager à deux. Mais là, j'ai pas le document là pour l'instant, donc il faut que je le retrouve. Continuez pendant que je cherche. Continuez Il y a tranquillement. d'autres personnes qui peuvent évoquer des cas particuliers. Est-ce qu'il y a des aspects spécifiques, des problématiques spécifiques par rapport à. En dehors du fonds de développement dont vient de parler, Raymond, vous avez d'autres problématiques spécifiques sur les dossiers de demande de subvention? On peut peut-être parler du budget, non? Alors là, tiens, j'y suis là sur le. Alors, j'arrête mon Ok. Non, mais t'as pas besoin d'arrêter. Moi, je peux partager quand même. Voilà. Je sais pas, vous voyez là le document? Est-ce que vous voyez le document? Oui, c'est bon? Oui, oui. Ok. Donc tu vois, au niveau des charges, ils mettent 62, 63, 64, point barre. Oui, ben, en fait, tout le reste, je dirais effectivement, c'est pas prévu. Donc, il devrait y avoir. En fait, il s'agit simplement. Ce que je comprends, c'est que il s'agit de dépenses qui sont associées à un budget et un projet. Donc, en fait, Oui, c'est ça. par exemple, il n'y aura pas d'amortissement. Prendre cet exemple. Donc, effectivement, on fera appel, on mouvementera, on fera que des achats ou que des services extérieurs. Effectivement, il n'y aura pas d'autres choses. Et à l'inverse, les différents crédits, c'est des ventes de produits finis, les subventions éventuelles. Donc, on n'est pas là sur le même, on va dire, le même périmètre. On n'est pas sur le même périmètre. Il y a un périmètre plus réduit parce que ça ne concerne qu'un projet. Donc, ça explique pourquoi, a priori, il n'y a pas tous les comptes. Oui, mais souvent, on ne sait plus dans quoi mettre parce que si on se réfère par un plan comptable, on ne sait plus dans quoi mettre les charges et dans quoi mettre les recettes. En fait, c'est vrai que oui, subvention, c'est assez clair. Dotation et programme, moi, 73, il ne me parle pas parce que ça ne correspond pas à grand-chose. Bah oui. 70, par contre, c'est assez clair. Autrement, dans le doute, vous choisissez service extérieur. Normalement, c'est le principe, évidemment, tout ce qu'on a quitté à un fournisseur, on va dire, hein, tout ce qui est acquitté à des fournisseurs. Donc, soit assurance, c'est bien classé, location, c'est bien classé, entretien, réparation, c'est bien classé. Ah, pardon, excusez-moi. Le reste, dans le doute, de toute façon, il y aura pas mort d'homme non plus. L'essentiel, c'est que vous ayez toutes les dépenses qui sont bien, enfin, vous ayez reflété tous les coûts prévus. Hein. Si vous avez une question particulière, je peux vous aider. Je vous enverrai de toute façon le plan comptable, on va dire, avec l'ensemble des comptes, sur la base de 3 chiffres. Hein. Donc, normalement, ça va au-delà de ce qui est demandé là. Et des amortissements d'ailleurs. 68, donc je pense que c'est à peu près complet quand même. C'est à la fois complet et succinct, ce qui fait qu'on a toujours un peu de difficulté. Au passage, on peut voir qu'il demande le bénévolat, je crois, si je me souviens bien.
Non, c'est pas sur ce document-là. Il y a un document sur lequel il nous demande également le bénévolat. Donc, Je dirais, les limites, moi, je veux bien vous aider là-dessus. alors, moi, je sais qu'à chaque fois, ce que je fais, je téléphone au FDVA. Et bon, après, ils sont sympas. Ils nous disent, oh, vous vous embêtez pas, vous mettez ça comme ça. Voilà. Et d'un autre côté, on nous demande quand même que ce soit mis sur un pseudo-plan comptable. Et donc, en résumé, moi, je pense que j'ai vos adresses mail, je vais vous envoyer le plan comptable Ouais. en format 3 chiffres. Et puis, donc ça pourra vous aider. Donc, ça sera en fait, comme on a dit, le mix entre à la fois le plan comptable, on va dire, des entreprises à but lucratif avec les comptes spécifiques sur la base d'un plan comptable à 3 chiffres. Je ne suis pas allé au-delà pour pas complexifier. C'est-à-dire que je suis resté sur un niveau de 3 chiffres. À mon avis, c'est largement suffisant, a priori, sur ce qui est demandé aussi par les différents. Alors, nous, au niveau de la fédération, on est obligé de passer à 4 chiffres. Je prends l'exemple des cotisations, parce qu'on a des cotisations qui viennent des unions régionales et des cotisations adhérents directs. Et ils ne vont pas dans la même catégorie. Donc, on avait 756 pour tout ce qui était adhérent direct, là c'est à cause de la SOConnect, et 756.1, les reversions qui viennent des unions régionales, parce que les montants ne sont pas les mêmes. Voilà. En fait, oui, effectivement, on peut aller jusqu'à 4 chiffres. À ce moment-là, il faut décliner. Effectivement, il faut décliner, mettre un chiffre. Mais normalement, je dirais souvent dans un logiciel ou dans le fait d'utiliser, de descendre au niveau le plus fin à 4 chiffres, vous obligera à saisir, par exemple, tous vos comptes à 4 chiffres. C'est-à-dire que c'est plus compliqué en termes aussi de mémorisation, d'utiliser pour certains comptes 3 chiffres et d'autres 4. Il faut à ce moment-là être conséquent et utiliser, si vous descendez à 4 chiffres, il faut avoir des numéros de compte, par exemple, on va dire pour un emprunt, vous aurez, ou pour les capitaux propres, vous n'aurez pas 100, mais vous aurez 1000. Il faut être cohérent. Donc c'est ça un peu la contrepartie, on va dire, du code d'état à 4 chiffres. C'est pour ça que ma préconisation pour les cas, je dirais, des cas assez fréquents, c'est de rester sur 3 chiffres. C'est largement suffisant. Voilà, d'autres problématiques, d'autres questions, d'autres réflexions? C'est bon. Non, c'est bon. Ce que je vais faire, de toute façon, je vais vous envoyer je pense que j'ai vos adresses mail. Oui, tu les as sur le tableau. Hein. Quand tu cliques sur le tableau là, par rapport au Google Form, tu as le récapitulatif. Donc, je vais vous envoyer le plan comptable associatif. Pour ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer le petit format Excel là, de journal d'écriture, si ça vous intéresse. Donc, je vous l'envoie aussi. Et puis, je vais vous envoyer un petit questionnaire d'évaluation de la formation pour avoir un feedback de votre part. Ça, je le ferai par Google Forms pendant le week-end. Ok, merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En fait, on a à peu près tenu le timing, c'est bien. C'est bien, bravo. Bien. Je vous remercie pour votre attention. Écoute, merci Pascal aussi, parce que c'était, à mon sens, c'était clair. Même pour les gens qui connaissaient, c'est bien de faire un petit retour. On va peut-être laisser la parole aux uns et aux autres pour vous dire vous ce que vous en pensez. Il reste un petit moment, donc si vous voulez. On peut prendre 5 minutes pour faire ça. Voilà. Déjà, Hélène, toi qui est sûrement la plus néophyte dans l'assistance, comment tu ressens? Je préfère nettement le vocabulaire allemand que les produits, les actifs, etc. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une prof d'allemand, il faut dire. Là, l'allemand est beaucoup plus simple. Non, j'ai appris beaucoup de choses. Merci, c'était très intéressant parce qu'effectivement, moi, alors je partais de zéro, mais vraiment, je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est vraiment un bon début, une belle entrée en matière où j'ai compris le fonctionnement de la comptabilité, en fait, l'histoire des égalités, etc., des amortissements, enfin voilà. Après, il y a encore quelques petites choses qui restent floues, mais je pense que pour la gestion quotidienne du comité de jumelage avec l'aide du trésorier, oui, moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Merci, un grand merci. Je vous en prie. Merci. Ulrich?
Et je m'associe à ces remerciements. C'était une très belle révision et ça donne quelques petites idées aussi pour améliorer le système qu'on utilise actuellement, quoi. Voilà. Merci. Xavier? Moi, je vais tout à fait dans la lignée de Ulrich, c'est-à-dire que ça, merci, un grand merci, et ça nous apporte quelques éléments pour améliorer ce qu'on pratique aujourd'hui, en particulier sur par exemple, les numéros de compte qu'on ne met pas, et donc c'est plus pour comment regrouper certaines lignes ensemble. D'accord. Merci. Sandrine, toi qui es la pro. Oh, ben, je pense qu'il y en a d'autres. Oui, non, c'était très bien parce que justement, ça m'a remis dans le bain de tout ce qui concerne vraiment les associations, parce que je connais des règles publiques, mais on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes. Donc, c'était très bien. Merci. Et Maurice, qui nous a rejoint. Alors, merci aussi pour ces explications, parce que chez nous, au niveau du comité de jumelage, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on n'a pas toutes ces sommes que j'ai pu voir sur les différents tableaux. Et moi, je pratique une comptabilité de trésorerie relativement simple et basique. Et pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin avec. Alors, tu n'as pas participé au tout début où on disait que la comptabilité n'est pas obligatoire sur un plan comptable, mais est fortement conseillée. Hein, mais c'est vrai que pour un jumelage, il n'est pas utile d'utiliser un plan comptable complet. Hein. Tu peux très bien, donc ce qu'a présenté Pascal peut être un très très bon outil de travail pour avoir une comptabilité qui reste une comptabilité, je dirais, qui va être reconnue, même s'il y a un contrôle, et tout en étant sur une comptabilité quand même relativement simple. Voilà. Donc, c'est le cas effectivement de la comptabilité de trésorerie, ce que vous faites tous, c'est-à-dire enregistrer les flux bancaires de façon chronologique en contrepartie du compte de banque. Si c'est suffisamment documenté dans les règles, en utilisant le plan comptable, si possible, de l'associatif, à mon avis, c'est suffisant, largement suffisant par rapport aux applications. Très bien. Le seul cas particulier qu'on a, c'est au niveau de la fédération, parce qu'au niveau de la fédération, je suis obligé d'avoir une comptabilité beaucoup plus musclée. Au niveau de l'union régionale, on sera sur une comptabilité un petit peu intermédiaire entre les deux. Voilà. Ça sera quand même plus simple. Voilà, ben écoute, un grand merci Pascal, merci pour cette très belle formation. Et puis, ben moi je te dis au 15 mai, où ce sera la même formation. Hein, donc on a déjà 2 inscrits, plus celui qui s'est inscrit aujourd'hui, qui est marqué en deuxième date, 15 mai, je le recontacterai. Et je pense que ça va se compléter tranquillement pour arriver à 6 sans problème. Donc une relance va être faite à ce niveau-là. Juste pour dire aussi pour Hélène, c'est une bonne idée en tant que présidente de participer à cette formation parce que souvent les présidents confient la comptabilité au trésorier, mais du coup ne comprend rien à ce qui se passe. Et je pense que c'est important en effet, c'était une bonne idée que les présidents participent aussi. C'est à mon avis une excellente idée. Oui, j'étais un petit peu ennuyée parce que du coup, je n'y connais vraiment absolument rien. Non, mais je crois que c'est important. Sûr que je peux participer. Voilà. Oui, bien sûr. Merci en tout cas pour l'invitation. Ben, je t'en prie. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée, bon après-midi à tous, bon week-end. Et puis en espérant vous retrouver rapidement pour l'Assemblée générale qui, je vous le rappelle, est le 19 juin. Voilà. Et a priori à Ars, si on peut le faire en présentiel. De toute façon, elle sera proposée en hybridation, c'est-à-dire présentiel et distanciel. Voilà. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.